Bonjour tout le monde, صباح الخير صباح النور, مرحبا بكم معنا في Salon Rieda. Donc je suis très ravie aujourd'hui d'être parmi vous. Donc la thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est la résilience par l'intelligence émotionnelle. D'un côté, la résilience suite à la situation de la crise sanitaire que nous vivons tous et toutes. Donc, et de l'autre côté, il y a l'intelligence émotionnelle. Qui est un sujet d'actualité et qui nécessite une certaine réflexion par rapport à cette intelligence émotionnelle, dans le sens où on va essayer de comprendre comment être émotionnellement intelligent. Est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des émotions ou c'est autre chose que la simple gestion des émotions? En fait, travailler ou plutôt côtoyer des entrepreneurs, et ça a été toujours une mission très importante pour moi. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment très ravie d'être parmi vous. Donc, pour me présenter, Donc, Shiraz Bassoumi, je suis consultante en développement humain. Je suis spécialisée dans l'évaluation et le développement des compétences commerciales, comportementales, managériales et relationnelles. Je suis coach certifiée RNCP, formatrice en soft skills et enseignante universitaire, spécialiste en management de projet, gestion stratégique et contrôle de gestion. Aujourd'hui, je vais vous inviter à un voyage vers soi. On va se découvrir et on va découvrir notre potentiel, ce que l'on peut faire de cette intelligence émotionnelle pour être résilient. Donc, dans le programme, on va, comme j'ai dit, je vous invite à ce voyage, c'est de découvrir les composants de l'intelligence émotionnelle, à savoir la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation ou encore l'auto-motivation, l'empathie et les compétences sociales pour une flexibilité totale, moi, l'autre et la situation. Et dans ces 5 dimensions, il s'agit d'un ascenseur, c'est-à-dire on va s'arrêter à chaque étage pour voir qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut le développer, comment on peut développer la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Et donc, je ne peux pas passer à l'étage suivant sans m'arrêter et prendre tout le temps nécessaire pour développer chaque axe ou chaque compétence dans l'intelligence émotionnelle. Et la méthodologie, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre conscience de l'importance des émotions dans notre quotidien pour comprendre une méthode qui permet justement de développer l'intelligence émotionnelle et d'optimiser cette intelligence émotionnelle au quotidien en tant qu'entrepreneur pour être résilient dans un contexte de crise sanitaire qui touche presque tout le monde, non pas uniquement sur l'échelle nationale, mais sur l'échelle internationale. Donc, les objectifs étant donc, de développer la capacité à comprendre ses émotions, à reconnaître leur influence, à les utiliser pour guider nos décisions, maîtriser ses émotions et ses impulsions, à s'adapter à l'évolution de la situation, identifier les tendances émotionnelles qui gardent ou facilitent la réalisation de nos buts, prendre conscience des sentiments, des besoins et des préoccupations des autres et développer des aptitudes à induire des réponses favorables chez les autres. Donc, comme vous voyez, donc on va y aller crescendo, étape par étape. Donc, on va s'arrêter au premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage pour arriver à développer l'intelligence émotionnelle. Il a implicitement, c'est dit, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça se développe. En effet, donc, vous pouvez être embauché grâce à votre intelligence intellectuelle, mais c'est votre intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'être promu. Ça, c'est au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que, c'est vrai, je peux
trouver une idée de projet grâce à mon intelligence intellectuelle, ce que j'ai appris à l'université. Après, pour me développer, pour ouvrir les horizons, pour créer le différentiel sur le marché, j'ai besoin justement de mon intelligence émotionnelle. Et c'est ce qui fera toute la différence pour l'entrepreneur, notamment en période de crise, parce que ça va lui permettre d'avoir cette capacité à se remettre en cause et à réfléchir les choses autrement, à repenser son modèle d'affaires. Qu'est-ce que je peux offrir aujourd'hui aux clients? Quel autre client je pourrais avoir? Comment y arriver? Comment consolider ma relation? Et cela suppose qu'il va y avoir toujours des remises en cause. Comment y arriver? Justement, c'est grâce à l'intelligence émotionnelle. 70% des entrepreneurs qui ont réussi le monde ont réussi plus grâce à l'intelligence émotionnelle qu'à l'intelligence intellectuelle. En effet, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Elle consiste à reconnaître, à gérer et à exploiter de façon appropriée les émotions que vous ressentez par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Quand je dis reconnaître, c'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'est-ce qui fait que je ressens les choses ainsi, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, quelle émotion. De les gérer, c'est important aussi. C'est-à-dire que dans l'intelligence émotionnelle, il y a de la gestion des émotions, mais pas que. Pourquoi? Parce que justement, dire que je suis en train de gérer mes émotions, ça veut dire que je vais comprendre qu'est-ce qui fait que je me comporte ainsi suite à une situation bien déterminée, mais l'intelligence émotionnelle va au-delà. Va au-delà dans le sens où elle permet d'exploiter. Et quand je dis exploiter, cela revient à prendre l'intelligence émotionnelle comme étant une aptitude ou encore une compétence quand le contexte le nécessite. C'est-à-dire que derrière l'intelligence émotionnelle, il y a un réservoir de ressources que l'on peut optimiser dans la gestion au quotidien. Donc, je vais aller chercher quelles sont mes ressources naturelles, ce que je sais faire naturellement de mes émotions et qu'est-ce que je peux développer davantage. Et donc là, cela sous-entend que l'intelligence émotionnelle est une aptitude qui se travaille. Et puis, qu'est-ce que je peux faire aussi de ma relation avec l'autre? Comment je peux l'optimiser? Comment je peux comprendre l'émotion de l'autre pour pouvoir avancer dans la relation et être dans l'efficacité relationnelle, permettant de mieux répondre aux attentes des parties prenantes, que ce soit en tant qu'entrepreneur, mes salariés, que ce soit mes clients, que ce soit mes fournisseurs, que ce soit aussi les actionnaires qui sont avec moi, que ce soit le banquier. Donc, toute cette gestion sociale. Mais je ne peux pas parler d'une gestion sociale sans avoir effectué un travail sur moi-même. Donc, le point de départ, c'est moi, qui passe par 3 grandes étapes. La première, c'est la conscience de soi. La deuxième, c'est la maîtrise de soi. La troisième, c'est la motivation ou encore l'automotivation, qui aujourd'hui demeure de plus en plus difficile dans cette période critique de la crise sanitaire. Mais on va y arriver. C'est une promesse. Donc, les 3 premiers axes relèvent de la relation intrapersonnelle avec moi-même. Une fois que j'ai fait ce travail, je peux passer au deuxième volet, c'est la relation avec l'autre. Dans ma relation avec l'autre, c'est important de développer l'empathie pour justement atterrir dans le développement des compétences sociales. Et là, j'insiste que l'intelligence émotionnelle est une compétence, c'est une aptitude que l'on peut développer. On va commencer par
La conscience de soi. Qu'est-ce que la conscience de soi? Justement, c'est la capacité à comprendre ses émotions, à reconnaître leur influence, à les utiliser pour guider nos décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des émotions qui nous amènent à nous comporter d'une certaine manière, plutôt que d'une autre manière. Alors que la situation pourrait exiger un autre comportement. Donc, pour comprendre d'ores et déjà comment nous réagissons par rapport à des situations, je vais vous présenter la cartographie de la personnalité. Donc, ce que l'on voit de l'extérieur, c'est le comportement observable. Comment moi, je préfère faire les choses. C'est important de le comprendre. Comment je préfère aborder les problèmes. Comment je préfère gérer les conflits. Comment je préfère interagir avec les autres. Comment je préfère choisir mon rythme de travail. Comment je préfère respecter les règles et les processus. Quand je comprends déjà cela, je vais être en mesure d'adapter mon comportement par rapport à la situation. Pourquoi? Parce que derrière chaque comportement, il y a des ressources personnelles, mais aussi il y a des axes d'amélioration. Ça d'un côté. De l'autre côté, d'une situation à une autre, on a besoin d'adapter son comportement. Et justement, ce que l'on fait au quotidien, c'est qu'on passe notre temps à s'adapter. S'adapter à son supérieur hiérarchique, s'adapter à ses subordonnés, à ses pairs, à la famille, tout le monde. Et à la fin de journée, en rentrant du travail, on est lessivé, on est fatigué, non pas parce qu'on a passé 8 heures de travail, ce n'est pas une fatigue finalement physique, mais parce qu'on a passé toute sa journée à essayer de s'adapter. Et on le fait d'une manière inconsciente. Et cette inconscience fait qu'on ça fatigue. Mais c'est une fatigue plutôt émotionnelle que physique. Aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience, bien sûr, tout au long de la présentation. C'est à vous de vous positionner par rapport à ce que je vais présenter, parce que c'est vous qui vous connaissez mieux que toute autre personne. Donc, je vais vous inviter à vous positionner par rapport à ce que je vais présenter pour voir que derrière chaque comportement qui est lié à une émotion, il y a des ressources personnelles, mais aussi il y a des axes d'amélioration qu'on peut choisir de travailler dessus. Ça ne revient qu'à vous de prendre cette décision et de dire demain, je vais faire les choses peut-être autrement que ce que je suis en train de le faire si la situation l'exige. Donc, l'adaptation n'est plus faite d'une manière inconsciente, mais plutôt d'une manière consciente. Donc, je vous invite justement à conscientiser l'adaptation pour être dans une flexibilité qui permet une certaine résilience par rapport au contexte et la situation. Cette adaptation, je viens de dire tout à l'heure que c'est fatigant de s'adapter à X, Y, Z, sauf que on va effectuer cette adaptation d'une manière différente, dans le sens où on va percevoir cette adaptation comme étant une stratégie de réussite. C'est-à-dire que je vais dire, je vais travailler sur tel axe de comportement et je vais revenir tout de suite dans ma zone de confort. Mais au besoin, j'apprends à aller chercher les ressources dont j'ai besoin, dans une stratégie de réussite. Et cette conscientisation fera toute la différence dans le développement et l'épanouissement de l'individu dans son monde professionnel, notamment en tant qu'entrepreneur. Donc, ce que vous voyez à l'intérieur du cercle, ce sont les facteurs de motivation. Pourquoi je fais les choses? C'est important. Et cet aspect-là, on va revenir à cet aspect, troisième niveau, lorsqu'on va parler de l'automotivation. Et entre les deux, entre le comment et le pourquoi, il y a avec quoi. Avec quoi je vais confronter le monde
socio-économique. Avec quoi je vais être dans l'excellence? Quelles sont justement mes aptitudes? Qu'exige la situation? Quand mes aptitudes correspondent à ce qu'exige le poste ou le contexte socio-économique, là, on peut parler de compétences. Donc, je ne peux parler de compétences que lorsque l'aptitude dont je dispose correspond exactement à ce qui est demandé. Et si j'en dispose pas, je vais réfléchir à travailler dessus pour être plus efficace, plus productif et par conséquent plus épanoui dans mon travail. S'il n'y a pas de productivité, s'il n'y a pas ce retour par rapport à un effort, certainement, on va être démotivé. Comment servir l'autre alors? Comment l'écouter si moi-même, je ne suis pas motivée dans mon travail? Donc, c'est important de travailler sur ces aptitudes. C'est important de faire le diagnostic, de savoir qu'est-ce que je sais faire naturellement, qu'est-ce que je suis censée apprendre pour m'adapter à mon poste, à ce que demande aujourd'hui mon projet. Et bien évidemment, ça ne revient qu'à vous de faire ce choix-là, de dire aujourd'hui, je choisis de travailler sur tel ou tel axe. Quand les trois axes, quand vous voyez les trois cercles sont travaillés, c'est l'intelligence émotionnelle qui se développe. Donc, vous voyez, l'intelligence émotionnelle, c'est la base, mais qui vient après avoir pris conscience de comment on préfère faire les choses, pourquoi on fait les choses ainsi et surtout, j'insiste, avec quoi. Donc, je vais parler rapidement de la théorie du disque de William Marston. Marston, il a observé les personnes, il a vu que des personnes qui se ressemblaient, qui d'autres ne se ressemblaient pas, et que même les personnes qui se ressemblaient étaient différentes, et que finalement, on avait des compétences comportementales variées. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres uniques. Sur quoi elle est basée la théorie du disque? Justement, elle est basée sur la notion d'émotion. C'est pour cela que je l'ai inclus aujourd'hui dans la présentation, parce que William Marston, quand il a observé les personnes, il a fait ses travaux de recherche, il a créé un livre qui s'intitule « Les émotions des gens normaux », alors que dans son livre, il parlait de comportement. Cela dit que derrière chaque comportement, il y a une émotion génératrice d'énergie. معناها تعطينا الطاقة. Donc c'est important de comprendre l'énergie qu'on peut développer derrière chaque émotion. Et cette énergie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut la développer? Donc cette théorie, elle est basée sur la notion de la perception. Il a croisé deux axes, la perception que l'on a de l'environnement et la perception que l'on a de soi-même. Dans ces deux axes, il y a 4 cadrans. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de mettre des gens dans des cases, loin de là. Nous sommes des êtres uniques et dans le respect de l'humain, il est important de comprendre que nous sommes la combinaison des 4 types de comportements avec des intensités différentes, mais surtout avec un comportement dans l'intensité la plus élevée qui représente notre zone de confort. Et cette zone de confort, c'est justement là où nous allons chercher à puiser nos ressources et qui constitue néanmoins nos axes d'amélioration. Donc, comme j'ai dit, on est là pour prendre dans cette première étape conscience de ce que l'on sait faire naturellement et de ce que l'on sait, de ce que l'on choisit plutôt, de développer. J'insiste, ça ne revient qu'à vous de prendre cette décision et de dire aujourd'hui, je choisis de changer tel ou tel comportement. Donc, quand je perçois l'environnement comme étant hostile et je me perçois plus fort que l'environnement, d'après vous, comment je vais être? Je vais être dans la dominance de la situation. Je vais être dans l'action. C'est une action tournée vers la tâche. Et je vais être animée par la colère. Les personnes qui puisent leur énergie dans la colère, ce sont des
personnes, justement, lorsqu'elles s'énervent, ne vont pas fermer le PC et rentrer chez eux, voilà, chez elles, mais plutôt, ça va être d'ordonner de la colère une énergie. Cette énergie lui permet de décider rapidement, de passer à l'action, d'être toujours orienté vers l'objectif et le résultat. Ça, c'est la ressource. Sauf que dans la précipitation, et dans une gestion de temps qui est très difficile, c'est des personnes qui communiquent directement, qui vont être dans la communication directe. Et dans la communication directe, les autres nous perçoivent comme étant quelque part agressifs. Et donc, j'apprends à utiliser la colère pour avancer par rapport à mes objectifs tout en réfléchissant à ma communication, pour être dans une communication assertive. Bien évidemment, si je choisis de développer à la fin mes compétences sociales pour que les gens adhèrent à mes idées, à mes actions, à ma décision. À quoi sert de prendre une décision rapide si les autres n'adhèrent pas? Donc, le comportement, c'est le comportement du dominant. Et là, je fais une petite remarque. Quand je parle de la dominance par rapport à ce comportement, ce n'est pas la dominance des personnes, comme on pourrait l'imaginer. C'est la dominance par rapport à la situation. Dominer la situation, c'est être orienté résultat. Et ça, c'est le point fort de ce comportement. Deuxième situation, je perçois l'environnement comme étant favorable et je me perçois plus fort que l'environnement. Comment je vais être d'après vous? Justement, je vais être animé par la joie. Je vais être dans la communication optimiste. Je vais être toujours enthousiaste. Toujours yes, yes we can. On peut y arriver, vas-y. Donc, animé par la joie, je vais avoir un talent. C'est le talent de persuader et de convaincre. Et c'est une énergie dont on a besoin dans des situations notamment de crise. C'est pour pouvoir entraîner les autres avec nous. Sauf que l'axe d'amélioration, quand on est dans la joie, on est dans l'ouverture avec l'autre, on est avec tout le monde et sans organisation préétablie, on peut se disperser. Donc, autant, le point fort de ce comportement derrière la joie, c'est cette capacité à convaincre, persuader, vendre. Ces personnes sont capables de vendre les vagues de la mer, tellement elles sont cette capacité de persuader. Sauf que il faut qu'il y ait derrière une certaine organisation, il faut qu'il y ait derrière une certaine écoute, et c'est ça justement l'axe d'amélioration. C'est savoir écouter les autres avant de vendre son rêve. Donc, les personnes qui sont animées par la joie sont dans le comportement de l'influence. Troisième situation, je perçois l'environnement comme étant favorable et je perçois l'environnement comme étant plus fort que moi. Quand je perçois l'environnement comme étant favorable et je perçois l'environnement comme étant plus fort que moi, je vais prendre du recul. Mais c'est un recul ici, c'est pour regarder les autres, pour les écouter. Donc, je vais être dans une émotion qui est basée sur l'empathie. C'est la tristesse pour les autres. Et dans la tristesse pour les autres, je vais avoir un comportement stable. Je vais être dans l'écoute. Je vais être animée par une motivation qui est celle de servir les autres. Mais à force de vouloir servir toujours l'autre, on finit par s'oublier et il y a un stress qui s'installe. C'est de ne pas apprendre à dire non. Et là, il faut savoir gérer cette émotion. C'est de dire oui, j'écoute, je comprends, je conseille, je suis dans l'empathie, mais dans des situations bien particulières, je dois passer à l'action et je dois dire non. Quatrième situation, je perçois l'environnement comme étant hostile, et je perçois l'environnement comme étant plus fort que moi. Je vais prendre aussi un recul. Mais le recul dans cette situation, c'est pour aller chercher le maximum d'informations, le maximum de détails. Pourquoi? Parce que justement, je suis animée par une émotion qui est celle de la peur. Et la peur, ici,
contrairement à ce que l'on peut penser, est une émotion génératrice d'énergie. La question, comment la peur peut être une émotion génératrice d'énergie? La peur est génératrice d'énergie dans le sens où elle va nous amener à être dans la prudence et à aller réfléchir, à faire un bon diagnostic, comprendre dans chaque situation qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, quels sont les risques, donc d'analyser. Je ne vais pas être dans la prise de risque totale, encore plus dans cette situation de crise. Donc ici, la peur, donc, elle correspond au comportement du conforme. Et le conforme, justement, il a ce talent d'analyser. Mais toujours est-il, dans chaque comportement, il y a un axe d'amélioration. Et pour le conforme, son axe d'amélioration, c'est par rapport à sa relation avec l'autre. C'est qu'il est plus porté sur la tâche en oubliant l'autre. Et en étant orienté vers la tâche, il va être dans la critique. Et cette critique fait que l'autre peut ne pas l'accepter. Et donc là, c'est important de dire oui, la conformité est fondamentale. J'apprends à avoir peur. Il y a des profils qui n'ont pas peur. Donc j'apprends à avoir peur, mais pas une peur qui va être bloquante. C'est une peur qui va m'amener à être toujours dans la réflexion, dans le rationnel, dans le factuel. Donc justement, la théorie du Marston nous a permis de voir qu'il y a 4 types de comportements. Dans chaque comportement, il y a des ressources personnelles, mais aussi il y a des axes d'amélioration. Ces comportements sont liés aux émotions qui viennent suite à la perception que l'on a de l'environnement et de soi-même. D'où la deuxième étape. Donc, première étape, je prends conscience. Où est-ce que je suis dans tout ça? Quelle est l'émotion qui m'anime? Une fois j'ai identifié quelle est l'émotion qui m'anime, c'est quoi la question que je vais me poser? Comment je vais maîtriser mes émotions et mes impulsions pour m'adapter à la situation? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment je vais être dans l'agilité comportementale. Autrement dit, comment je vais aller chercher dans des situations bien particulières, avec des personnes bien particulières, l'énergie du rouge, l'énergie du jaune, l'énergie du vert et l'énergie du bleu. Autrement dit, comment je vais apprendre à utiliser la colère pour être dans l'action. En même temps, travailler ma communication assertive. Comment je vais apprendre à utiliser la joie pour répandre l'optimisme autour de moi et de ramener l'équipe vers l'objectif, tout en travaillant l'organisation du travail, ne restant pas uniquement dans la créativité et le rêve. Parce que quand on est dans le joie, on est optimiste, on est enthousiaste, des fois, on monte et on oublie le terrain. Donc, il faut avoir l'équilibre. Comment je vais utiliser la tristesse pour les autres pour être dans l'empathie, pour comprendre leurs émotions, qui est aussi un des axes de l'intelligence émotionnelle que d'être empathique. Donc, et en même temps, je dois apprendre à gérer cette tristesse pour les autres. Quand il s'agit de dire non, j'apprends à dire non. Et je vous assure qu'il y a des personnes, tout leur stress dans leur vie vient de cette incapacité à dire non. Et enfin, comment je vais utiliser l'énergie de la peur? La peur qui va m'amener à être dans la prudence et calculer le risque, tout en restant aimable avec les autres, dans le sens où on n'est pas dans une critique continuelle, mais on peut dire les choses et on est censé dire les choses sans être ni dans l'agressivité ni dans la soumission, ce que l'on appelle justement la communication assertive, qui est une compétence sociale à laquelle on va arriver à sauf si je ne prends pas conscience de ce que je sais faire naturellement, comment je peux évoluer, comment je peux développer justement cette communication assertive. Maintenant, j'arrive à la troisième étape qui est l'automotivation.
Quand je parle de l'automotivation, une grande question qui se pose aujourd'hui. منين باش نجيبها l'automotivation في الcontexte الصعيب هذايا. C'est vrai que des fois, j'ai eu un feedback d'un de mes amis qui travaille directement avec des entrepreneurs. Il me disait que quand je leur parlais d'automotivation, il me disait, mais franchement, comment on peut rêver aujourd'hui? Oui, on peut rêver. On choisit de rêver. Parce que de toutes les manières, le contexte, il est là. C'est un contexte, on va le dire, difficile, oui. C'est la résilience qui va nous permettre de dépasser ce contexte. Ce qui peut nous réconforter déjà, c'est de dire que c'est un contexte général. On est tous confrontés à la même situation. Et tous ensemble, on va essayer de chercher des solutions pour s'en sortir. Des solutions sur un plan individuel, des solutions sur le plan équipe et aussi le plan organisationnel, mais aussi on va réfléchir à ce beau pays. En tant qu'entrepreneur, si aujourd'hui il y a quelque chose qui peut motiver, c'est de comprendre qu'on est en train de contribuer à la création de la richesse de l'économie tunisienne et d'une manière générale à toute économie. Donc, comment je peux être dans l'automotivation? Donc, pour cela, je vous invite à réfléchir à ce qui peut vous animer. C'est les valeurs. Qu'est-ce qui me fait bouger aujourd'hui? Qu'est-ce qui construit le squelette de mon état psychique? Qu'est-ce qui donne du sens à mes actions? Qu'est-ce qui me porte à agir de toute la force? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Et je vais aller dans la réalisation de ce qui me permet justement de nourrir mes valeurs pour retrouver mon énergie et de m'auto-motiver. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est le rêve, la visualisation. Et d'imaginer que vous êtes déjà atteint votre idéal de vie. Dans ce contexte difficile, je vous invite d'avoir une vision claire de votre devenir. Comment je vois les choses? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Et c'est l'exercice de la visualisation. Eh bien, on se projette dans 2-3 ans. Comment je me vois dans 2-3 ans? C'est important. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vais rencontrer des difficultés, je vais me dire, tiens, réfléchis. Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Pourquoi je suis dedans? Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce que je peux apporter pour toujours nourrir mes valeurs? Que lorsqu'elles sont rencontrées dans le contexte socio-économique, je vais être motivée, je vais trouver de l'énergie pour me lever le matin et continuer mon combat de vie. Sachant que le cerveau humain ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, la qualité numéro 1 que l'on cherche toujours, c'est la créativité. Pourquoi la créativité? Parce que justement, la créativité, elle nourrit l'imaginaire. On rêve. Et en rêvant, il y a cette énergie qui vient. On s'auto-charge, comme si on va charger la batterie. Et en chargeant les batteries, on va avoir la force pour continuer. Aujourd'hui, c'est très important de retrouver cette force pour dire oui, je peux y arriver, je vais y arriver, je choisis d'y arriver et vous allez y arriver. Donc, cet exercice de l'état désiré, c'est un exercice de programmation neurolinguistique que je vous invite à faire. C'est très important pour recharger vos batteries aujourd'hui, pour croire toujours en ce que vous faites et pour vous donner l'énergie nécessaire pour continuer et de rêver et de concrétiser surtout. Maintenant, on se retourne vers l'autre. Il y a l'empathie. La conscience des sentiments et des besoins et des préoccupations des autres. Finalement, je suis entrepreneur. Je change l'ordre des choses. Que veut dire entreprendre? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je vais être dans le changement. Je vais changer l'ordre du monde grâce à mes compétences, grâce à mes capacités, grâce à mon savoir, grâce à ma motivation. Mais je vais changer l'ordre des choses pour qui?
pour l'autre. Il y a le client, il y a le fournisseur, il y a les partenaires. Donc, je suis dans une relation dynamique. Donc, je me retourne vers l'autre, je prends conscience de ses besoins. Et dans l'empathie, je vous invite à réfléchir à cette activité. Il y a 2 règles. Il y a la règle d'or qui dit « Traitez votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité ». معناها أنا اليوم عطشانة نمد لك كاس ماء كيف ما تقول صاحبتي الكوتش كوثر. Il y a la règle de platine justement qui dit « Traitez votre interlocuteur comme il a besoin d'être traité ». Et là, ça change toute la donne. Cette règle de platine, c'est notre mode de fonctionnement en famille. On ne traite pas nos parents de la même manière. On ne traite pas nos enfants de la même manière. Pourquoi? Parce que ce sont nos parents, ce sont nos enfants, parce qu'on les connaît très bien. Parce que je sais que ma mère, lorsque je ne l'appelle pas, elle sera fâchée, je l'appelle. Mon père, par contre, il ne se fâche pas, je ne l'appelle pas lorsque je ne peux pas le faire. Je l'appelle quand je suis à l'aise. Donc ici, en entreprise, c'est important de traiter l'autre comme il a besoin d'être traité si je veux qu'il soit dans mon projet de vie, si je veux qu'il adhère. La plus grande difficulté, justement, c'est pour cela que je fais l'analogie avec la famille, c'est que comment je vais identifier de quoi l'autre a besoin? Et là, je vous renvoie à la théorie de Marston, parce que Marston, quand il a élaboré sa théorie du disque, il a justement travaillé sur le comportement observable. Et à travers l'outil disque, on arrive justement, en observant le comportement de l'autre, d'identifier exactement son besoin. Et là, ça devient comme un jeu. Je suis dans cette gymnastique d'adaptation continue, mais une adaptation qui, derrière, il y a une prise de conscience qu'elle va me permettre de réussir, qui va nourrir mon automotivation. Parce que je reprends, au début, j'ai dit que c'est l'adaptation qui est fatigante, sauf qu'on le fait d'une manière inconsciente. Maintenant, je vais conscientiser l'adaptation et d'en faire comme un jeu. C'est le jeu de ramener les autres dans mon projet. Parce que seul, je peux aller vite, mais pas loin. Avec les autres, je peux aller très loin. Notamment aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, on a besoin de se renforcer, de s'entraider, d'avancer ensemble. Plus on est dans le partenariat, plus on est dans la collaboration, meilleure est notre réussite. Parce que finalement, on va puiser notre ressource, voilà, nos ressources, dans les ressources des autres. Vous savez, généralement, on a tendance à préférer les personnes qui nous ressemblent. Finalement, les personnes qui nous ressemblent ont les mêmes ressources que nous avons. Sauf que les personnes qui ne nous ressemblent pas sont justement différentes. Et dans leur différence, il y a une certaine complémentarité. Mais cette complémentarité ne peut avoir lieu que lorsque je vois en l'autre une ressource et je comprends qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui fait qu'il se comporte ainsi. Et je comprends justement son émotion génératrice d'énergie. Je comprends peut-être qu'il est animé par la peur, je l'accepte. Quand il me demande d'envoyer un mail, je ne vais pas dire que pourquoi, moi je l'ai appelé au téléphone, pourquoi il demande un mail? Non, il a demandé un mail parce qu'il est dans la conformité, parce qu'il a besoin de traçabilité. Et ce n'est pas d'ordre personnel. Même si moi, j'ai du mal à être dans la conformité parce que je suis animée par l'émotion de la joie. Au contraire, lorsque je perçois l'autre qui est en train de communiquer d'une manière enthousiaste, je ne vais pas être dans le jugement. Et donc, l'empathie va nous amener à réfléchir à la perception que l'on a de l'autre. Finalement, nous ne voyons pas le monde comme il est, mais comme nous sommes. Donc, on doit comprendre que l'autre, il est différent de nous. Et cette différence,
si elle est bien perçue, elle va être justement notre source de richesse. Parce que l'autre, qui est différent de nous, il a exactement ce qui nous manque. Et les gens qui nous ressemblent, avec lesquels il y a une fluidité relationnelle, ils ont exactement ce dont nous disposons. Donc, si on veut avancer, si on veut créer une synergie, on a justement intérêt à travailler dans une équipe où tous les comportements sont là. Et pour travailler dans une équipe où tous les comportements sont là, je vais aller à la dernière étape, ce sont les compétences sociales. C'est l'aptitude à induire des réponses favorables chez les autres. C'est-à-dire que j'arrive à tout obtenir de l'autre, d'une manière, bien sûr, positive. On n'est pas ici dans un contexte de manipulation. On est dans un contexte de synergie d'équipe. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble pour un projet, pour le bien-être de la collectivité, pour la création de richesses, pour l'implication de tout le monde, pour créer de nouveaux emplois. Et dans les compétences sociales, savoir communiquer, savoir avoir une attitude envers les autres sans préjugés, avoir cette empathie pour comprendre qu'est-ce qui l'anime et développer une certaine flexibilité, celle avec laquelle nous vivons généralement dans un contexte social restreint qui est la famille. Si on arrivait à faire être plus dans cette flexibilité dans le monde professionnel, une flexibilité réfléchie, une flexibilité consciente, une flexibilité qui est considérée comme étant une stratégie de réussite. Parce qu'on me pose toujours la question, pourquoi c'est à moi de faire l'effort? Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Je choisis d'être flexible pour une meilleure productivité. Parce que lorsqu'il va y avoir une bonne productivité, il y a un épanouissement professionnel. Quand l'épanouissement professionnel il est là, il y a l'épanouissement personnel. Quand l'épanouissement personnel il est là, il y a plus de productivité. Et c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Plus on est épanoui, plus on travaille, plus on est productif, plus on est efficace. Plus on est efficace, plus on est motivé, et ainsi de suite. Donc, ce que l'on est changé, c'est la perception que l'on a de l'autre. Chacun regarde l'autre avec ses propres lunettes. Donc, soyons dans l'ouverture et allons chercher dans l'autre ce qui fait qu'il est unique et ce qui fait qu'il est performant. Et on dépasse cette perception. Vous voyez un tout petit peu ici, je donne l'exemple, comment un jeune, il perçoit le bleu, il le perçoit comme étant très rigide, parce que lui, il est dans la joie, alors que le bleu, il est dans l'émotion de la peur. Comment le bleu, il perçoit le jaune, il le perçoit comme étant un beau parleur, il est désorganisé parce que le bleu, il est dans la peur, alors que le jaune est dans la joie. Comment le vert, il perçoit le rouge, il le perçoit comme étant indifférent autrui, parce qu'il est individualiste, oui, mais je dois baisser ce niveau de jugement. Et comment le rouge, il perçoit un vert, il le perçoit comme étant soumis, trop long, etc. Donc, pourquoi on dit les choses? Parce que ça, c'est la réalité. C'est ce qui fait qu'il y ait des tensions dans les équipes, des conflits qui bloquent la performance. Comment parler de résilience alors que nous sommes dans la perception négative? Déjà, pour être résilient, pour travailler en équipe, il faut baisser le niveau de jugement. Déjà comprendre ce que l'on sait faire naturellement, qu'est-ce que l'on est censé améliorer, ça c'est par rapport à soi, mais ou dans un deuxième temps, c'est de comprendre l'autre dans son univers et l'accepter. Quand on va accepter l'autre, on va le rejoindre et on va être dans les compétences sociales. Et on va se poser la question, comment je vais communiquer avec le rouge? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois éviter? Comment je vais communiquer avec un jeune? Comment je vais l'approcher? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'éviter? Comment je vais communiquer avec un vert? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a à éviter avec le vert? Comment je vais communiquer avec un bleu? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire? Et finalement, cela m'amène à réfléchir à quoi? À la flexibilité totale. Moi, j'apprends à utiliser les 4 émotions comme étant des énergies de succès
l'autre, ses émotions, l'autre surtout qui est différent de moi, que je peux percevoir comme étant une source de richesse. Et enfin, la situation. Donc, mieux se connaître dans ses comportements, libérer ses ressources propres, améliorer sa flexibilité intrapersonnelle. C'est la première étape. La deuxième étape, prendre conscience des différences de perception, appréhender l'altérité comme une richesse, mieux comprendre l'autre. C'est la flexibilité interpersonnelle. Et cela, on va le mettre dans une situation. Est-ce que nous sommes dans une situation de collaboration, une situation de managériale? Il y a un supérieur hiérarchique, un subordonné. Est-ce que c'est différentes divisions? Donc, selon la situation, on va adapter le comportement aux besoins. Donc, améliorer par conséquent la qualité de la communication dans un contexte donné, développer les interactions et les synergies, développer son efficience managériale et déployer les potentiels. Maintenant, si je veux récapituler, l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence que l'on peut développer, une compétence qui nous amène à prendre un ascenseur. Premier étage, on va s'arrêter, prendre le temps de prendre conscience de ses ressources personnelles et de ses axes d'amélioration qui sont liés justement à l'émotion qui m'anime. Une fois que j'ai fait ce travail, je choisis de passer au deuxième étage et je vais réfléchir à une agilité comportementale, c'est-à-dire dans chaque situation, quelle énergie je vais aller chercher et comment je vais travailler aussi sur mes axes d'amélioration par rapport à ma zone de confort. Une fois ce travail est fait, c'est un travail observable qui se rapporte aux compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Un deuxième travail, c'est de s'arrêter à la troisième étage et de se poser la question, qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je fais les choses ainsi? Et cette automotivation nécessite un certain nombre d'exercices, notamment dans un contexte sanitaire très difficile, et c'est compréhensible, et que il faut croire en ses compétences, en ses ressources. Il faut croire, mais il faut aussi le mettre, l'écrire, le penser, réfléchir à son business model. Bien, qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux améliorer les choses? Ici, le client il cherchait autre chose. Et c'est dans ce sens que l'empathie, elle est importante. Et si moi, je peux faire les choses autrement, en mobilisant de nouvelles ressources, je peux faire les choses autrement. Si je vais trouver de nouveaux partenaires, ici, je réfléchis, je rêve et je concrétise. Arrivé au troisième étage, j'ai terminé un travail qui est interminable. En fait, c'est un voyage qui revient toujours vers soi parce qu'on va toujours tomber dans le piège de être des fois un peu impulsif et je me dis, c'est pas grave, la prochaine fois, je vais faire mieux. Et là, c'est toute la prise de conscience. Mais une fois, j'ai atteint ce qui permet de me motiver, j'ai rechargé mes batteries, je vais passer justement à l'empathie. Je vais me retourner vers l'autre et je vais baisser mon niveau de jugement et je vais dire, si l'autre se comporte ainsi, c'est qu'il est animé par une émotion qui est liée à la perception qu'il a de soi-même et la perception qu'il a de l'environnement, comme il l'a dit Marston dans son livre. Ce travail, qui ne se termine pas, mais qui nécessite un arrêt au niveau du 5e étage, c'est de dire, maintenant, je travaille sur ma communication, je travaille sur ma relation avec l'autre et je développe mes compétences sociales pour une meilleure flexibilité. Et je reprends tout le temps. La situation peut changer. La question qui revient face à une nouvelle situation, comment je vais être résilient? Et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, nous sommes censés changer l'ordre des choses.
Et pour changer l'ordre des choses, nous sommes censés être toujours dans une amélioration continue. Et si jamais demain, on tombe dans un piège bien déterminé qu'on a évité dans le passé, ce n'est pas du tout grave. On va se dire que demain, je ferai encore mieux et j'apprends toujours de mes erreurs. Merci pour votre attention. Donc, je vais consulter le chat pour voir s'il y a des questions. Donc, je vous donne maintenant 10 minutes pour poser vos questions au chat. Je suis à votre disposition pour répondre. Donc, j'ai une première question. C'est la résilience au niveau du groupe est-elle basée sur l'excellence dans la résilience personnelle? Donc, la synergie du groupe est très importante pour être dans la résilience au niveau du groupe. Donc, dans la résilience au niveau du groupe, il y a le partage d'expérience, il y a l'entraide, il y a la collaboration. Mais avant de passer à la résilience au niveau du groupe, un travail sur soi doit être fait. ديما لازم نتصالح مع روحي نفهم روحي نعرف شو نعمل naturellement شو لازم نحسن من روحي pour être en plus dans une contribution moi meilleure avec les autres, j'accepte les autres et on peut travailler en groupe. Donc deuxième question, comment je peux utiliser ma connaissance des émotions pour prendre des décisions me concernant et impliquant autrui? Comment travailler sur mes émotions pour qu'elles répondent à mes besoins? Donc, une excellente question. Merci pour cette question. En fait, la connaissance de ces émotions va nous permettre, ce positionnement, de comprendre qu'est-ce que l'on fait naturellement. Et ce que l'on fait naturellement, c'est-à-dire ce que l'on fait naturellement n'est pas forcément la meilleure réponse à la situation. Donc, quand je prends conscience que j'ai un mode de fonctionnement automatique, je vais adapter mon fonctionnement selon la situation. Je vais être plus dans la créativité. Je vais sortir de mes peurs. Ce n'est pas la peur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la peur de changer les choses. C'est la résistance au changement. Je vais sortir pour être plus dans l'innovation, la créativité. Et de dire mon mode automatique qui fait que lorsque je conduis ma voiture, je peux arriver à la maison sans même pas réfléchir sur le chemin. Mais ça, ça ne nécessite pas une certaine créativité. Dans le quotidien, la créativité nécessite que je sorte des sentiers battus, je sorte de mes modes automatiques pour aller dans l'adapté. Pour aller dans l'adapté, je dois mobiliser les émotions sur lesquelles je ne travaille pas généralement. Mais une autre question, Madame Hanen, merci pour la question. Peux-tu nous donner un exemple de communication assertive? Donc, la communication assertive, c'est un excellent exercice à faire au quotidien pour y arriver. C'est un entraînement, ça veut dire je ne peux pas dire que d'ici demain, c'est bon, je décide d'être dans la communication assertive. Déjà, la notion de la communication assertive, elle nous renvoie à deux choses. C'est de dire les choses sans être dans l'agressivité. Parce que généralement, lorsqu'on est en colère, on dit les choses d'une manière agressive. Pourquoi? Parce qu'on veut parler rapidement, on est direct. Et en même temps, sans ou non plus être dans la soumission parce qu'on est animé par la tristesse, par les autres et qu'on ne veut pas blesser les autres, on a peur que les autres aussi nous n'acceptent pas. Et donc, ça, c'est le principe de la communication assertive. Maintenant, comment y arriver? Comment être dans la communication assertive? Donc, éviter le blocage dans la communication. Parmi les éléments de blocage dans la communication, c'est l'accusation. Quand je dis à l'autre, tu m'as fait, tu as dit, le tu tue la communication. Donc, j'enlève le tu. Je vais être dans le je. Dans le je, qu'est-ce que je vais dire? Je vais exprimer mon émotion. Je suis agacée par rapport à la situation.
J'ai pas dit tu m'as agacé. Tu m'as agacé, c'est terminé. L'autre, il va mettre ses freins, il va dire moi je n'ai rien fait, etc. D'accord? Maintenant, je suis agacé. C'est mon émotion. Car j'ai besoin d'avoir un agenda qui est bien respecté. Et donc, s'il vous plaît, dorénavant, vous soyez à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Premièrement, j'ai exprimé mon besoin. J'ai exprimé, je m'excuse, mon émotion. Cette émotion, parce que derrière, il y a un besoin que je l'ai exprimé, parce que moi, je veux avoir un agenda qui est toujours bien respecté. Et enfin, j'ai formulé une demande. En formulant la demande, l'autre, il comprend comment il va me servir. Et la communication n'est pas bloquée. Alors que généralement, on exprime d'une manière dans l'accusation, tu m'as fait, tu as dit, et شنو مطلوب مني, شنو لازمني نعمل أنا. Donc c'est important d'expliquer son émotion avec le jeu, bien évidemment, et puis d'exprimer son besoin. C'est mon besoin. C'est mon besoin. Et enfin, de terminer avec une demande claire. Et c'est là de dire les choses. Généralement, il y a aussi un autre type de personnalité qui n'exprime pas une demande. C'est-à-dire que il est tellement dans la peur de blesser l'autre qu'il se retient. Mais finalement, l'autre n'a pas conscience qu'il est en train, quelque part, de ne pas répondre à votre besoin. Donc, c'est important de formuler une demande claire. C'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Hanen.